Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. On va parler aujourd'hui dans Bien dans son job de la restructuration. Est-ce la mort du lien social? On fera un éclairage d'ailleurs un peu original aujourd'hui avec Caroline de Senneville, elle est notre invitée, elle est notre chroniqueuse, journaliste chez Décideur RH, elle a bossé sur ce sujet. Le cercle RH, justement, on restera sur ce sujet des restructurations, le lien social mis à l'épreuve. On parlera aussi des risques psychosociaux. Et on parlera des entreprises qui se sont fait retoquer parce qu'elles n'étaient pas tout à fait dans les règles, dans les clous. On fera le point avec des experts. Christian Lambert sera avec nous, vice-président stratégie relations sociales chez Schneider Electric. Il y aura avec nous Christine Illig Poudevigne, elle est avocate en droit social au cabinet Yars. Et puis il y aura avec nous Nadia Godban, ex-DRH chez Jennifer. On fera le point avec tous ces experts de ce dossier. Puis Caroline de Senneville sera avec nous, évidemment, comme chacune de nos émissions. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job, avec une thématique aujourd'hui, restructuration. Bien dans son job avec un mot aujourd'hui, un fil rouge dans cette émission, le mot restructuration. Alors c'est un mot évidemment dont vous avez entendu parler parce que l'actualité en parle beaucoup. Duralex dans le Loiret repris en scope très récemment, toujours dans le Loiret d'ailleurs, et le Loiret-Cher, l'usine Brandt de Four qui est au bord du précipice. Puis on a beaucoup parlé ces derniers jours d'ArcelorMittal. Caroline de Senneville, vous avez bossé sur ce dossier, d'abord parce que vous êtes journaliste chez Décideur RH et que dans le cadre du guide des relations sociales au droit du travail, vous avez travaillé sur le classement des meilleurs cabinets d'avocats en droit social qui vous a amené à vous pencher sur ce sujet. Les restructurations, on en parle depuis 30 ans, mais là, il y a des spécificités sur lesquelles vous avez envie de nous éclairer. Alors, oui, et déjà, tous les cabinets d'avocats en droit social qu'on a audités lors de cette campagne nous ont confirmé une reprise assez forte des restructurations ces derniers mois, dès 2024. Casino, LVMH, Moët Hennessy, HSBC, Nexity, Téléperformance, il y a peu de secteurs qui échappent. Et on a voulu se pencher sur cette question parce que si les restructurations ont toujours existé, vous le disiez, il y a un aspect qui a vraiment pris de l'importance, c'est la prévention des RPS, qui est devenue indispensable sous peine de voir un PSE invalidé par le juge administratif. Auparavant, il y a 10 ans, même 5 ans, j'ai envie de dire, ce sujet des RPS, même de la prévention des risques psychosociaux, n'était pas abordé ou très peu. Aujourd'hui, il devient central. Avant, c'était une petite annexe du livre 2, parmi les documents à fournir par l'employeur. Il y a une vraie montée en puissance qui a démarré dans les années 2010 et avec les arrêts FNAC en 2012 qui ont été rendus par la Cour d'appel de Paris. Et la FNAC a été enjointe à quantifier en fait, la charge de travail qui pesait sur les salariés restants avant de poursuivre son projet de réorganisation. Donc il y a vraiment cet enjeu en plus de se soucier des salariés qui partent, évidemment, et aussi de ceux qui restent pour assurer que ce soit des transformations réussies pour l'ensemble des collaborateurs. Et une charge de travail équilibrée pour ceux qui restent, parce que c'était l'enjeu de la REFNAC. Exactement, de pouvoir quantifier, évaluer la charge de travail restante et comment elle va être répartie ensuite auprès des collaborateurs restants pour éviter les risques de burn-out. Alors, on sera ensemble dans le débat qui va suivre dans quelques instants avec des avocats et des experts, mais pour vous éclairer, vous qui nous regardez, je ne sais pas si vous avez entendu parler du livre 4, mais en tout cas, Caroline, on en entend. Vous avez travaillé sur ce livre 4. Alors, c'est quoi ce livre 4 très concrètement ? Il résulte de l'obligation fixée par un article du Code de travail en matière de sécurité et de prévention des risques qui sont du fait de l'employeur qui doit vraiment prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale des salariés. Il fait partie vraiment des documents que l'employeur doit produire et qui doit revenir sur un peu toutes les mesures de prévention primaire, secondaire et tertiaire que l'employeur doit évoquer. Donc pour être concret, dès qu'un risque en matière de RPS est identifié, il ne faut pas faire qu'une photographie. Il doit y avoir un plan d'action associé. Non, mais c'est important parce que c'est très lourd pour l'entreprise. Il doit proposer un plan d'action. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que, notamment dans notre dossier, on a donné la parole au cabinet de conseil en RPS Équilibre, parce qu'il y a cette nécessité pour les employeurs d'être accompagnés de professionnels qui peuvent les aider à mettre en place des plans d'action. On en parlera dans le débat, mais parlons-en tout de suite. Un cas emblématique de PSE retoqué, c'est celui d'Auchan Retail. Oui. Celui-ci, il a fait parler de lui. Le tribunal administratif de Lille a invalidé le plan en septembre. Le plan social prévoyait 2389 suppressions de postes, sachant qu'il y a déjà des personnes qui ont quitté la structure. Donc, alors on va voir ce que cela donne. Auchan a évidemment rapidement annoncé sa décision de faire appel et dans les motifs invoqués par le tribunal administratif de Lille, ils ont jugé que l'accord collectif
sur le PSE aurait dû être signé par les représentants syndicaux de chacune des 5 composantes du groupe Mais c'est concerné. compliqué. C'est pas qu'une entreprise, Oui. Auchan. Il y a 5 entités. Exactement. Et Auchan aurait dû remonter plus haut dans l'arborescence de ces holdings, dans l'information économique délivrée aux parties prenantes. C'est les 2 motifs qui ont été retenus. Quand même, c'est un droit restrictif. On aura le débat dans quelques instants, mais certains considèrent que ces règles, et notamment les règles du livre 4, sont très restrictives, très contraignantes pour l'entreprise. Ça l'est. C'est très. Mais maintenant, c'est une obligation dont l'employeur peut difficilement se défaire, d'autant plus que pour le dialogue social, les représentants syndicaux savent très bien qu'ils peuvent se saisir de cela pour faire invalider un plan social. Donc, Justement, avant de nous quitter et d'accueillir nos invités pour ce débat justement consacré aux restructurations, il y a quand même un enjeu fort de la qualité du dialogue social dans ce genre de situation. Il faut que les partenaires sociaux, et notamment les élus syndicaux, soient à la fois formés et bien formés sur ces sujets. Bien formés et embarqués aussi avec la direction pour qu'il y ait, pendant ces périodes d'information-consultation, un dialogue constructif qui permette un accord majoritaire qui évite d'être toqué ensuite. Merci Caroline, vous restez avec moi parce qu'on va poursuivre le débat avec des experts, des avocats, des DRH, dont l'une d'entre elles est passée par un PSE, parce qu'au-delà de l'aspect juridique et au-delà des aspects techniques, c'est aussi des impacts psychologiques pour les salariés et pour les équipes de direction. Et on va en parler évidemment avec nos invités. Ils me rejoignent, c'est le Cercle RH, le débat autour des enjeux, des impacts, des conséquences des restructurations dont on parle beaucoup ces derniers mois. C'est le Cercle RH, c'est tout de suite. Le Cercle RH pour parler des restructurations. Alors c'est un mot qui balaye l'actualité depuis presque 30 ans. On en parle beaucoup, ces entreprises qui ferment, qui se restructurent, qui ferment leurs portes ou qui se transforment. Et récemment, on a parlé de Duralex, repris dans une scope. On a parlé de Brandt, toujours dans le Loiret d'ailleurs. Brandt qui fabrique des fours et qui va peut-être trouver une solution grâce à une scope. On a parlé d'ArcelorMittal dans l'idée d'une nationalisation de l'entreprise. Bref, ce sont des entreprises qui sont bousculées. Et il y a plein d'autres entreprises qui se sont restructurées et qui ont créé des plans sociaux. On en parle avec mes invités, des experts, pour débattre de ce sujet. D'abord, une avocate, Christine Illig-Poudving. Vous êtes avocate en droit social associée au cabinet Yarves, oui. Et vous accompagnez les entreprises dans l'accompagnement d'un PSE, tant sur le plan juridique, mais on parlera aussi du plan émotionnel, de l'impact aussi sur la santé des dirigeants, et on parlera de la santé des salariés. Avec nous, Nadia Godban, ou Godban peut-être ? Godban. Je suis ravi de vous accueillir, chère Nadia, ex-DRH chez Jennifer. Vous avez traversé 3 PSE. Oui. Quand on est DRH, vous qui nous regardez, vous voyez ce que ça veut dire, de pression, de difficulté. Et on en parlera avec vous sur, je dirais, l'impact que ça peut provoquer aussi sur une DRH et sur la complexité juridique d'un PSE, parce qu'il faut quand même être très très fort en droit pour comprendre comment ça marche. Et avec nous, Christian Lambert. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes le vice-président stratégie relations sociales, c'est Schneider Electric. Très très grande et belle entreprise. Et c'est vous qui êtes en charge d'organiser le dialogue social au sein de l'entreprise. Et donc, peut-être, alors Schneider n'a pas de PSE en vue. En cours, si. En cours. Un PSE en cours. Dans une filiale. Ouais. Dans une filiale que vous gérez donc. Exactement, tout à fait. Comment ça se passe ? Racontez-nous, parce qu'on mettons les pieds dans le plat. Puis Caroline est avec nous, puisqu'elle était au début de l'émission. Caroline de Senneville, journaliste, décideur RH, et qui a travaillé dans le cadre d'un guide sur les meilleurs cabinets d'avocats et le classement des meilleurs cabinets, justement sur le dossier. Interroger Christian et Jenny. Et vous êtes dedans. Comment ça se passe au quotidien là ? C'est une épreuve quand même. Alors peut-être juste un peu de contexte côté Schneider Electric. Donc nous sommes un groupe de 160 000 collaborateurs dans le monde, dont 15 000 en France, donc répartis sur environ 25 entités sur le territoire France. On est passé donc sur environ 30 ans de différentes étapes, donc sur des PSE quasi systématique, c'est-à-dire lorsqu'on devait faire des évolutions d'organisation, c'était l'outil traditionnel à l'époque. Ensuite, on a introduit une nouvelle méthodologie en 2008, donc qui était le recours à ce qu'on appelait à l'époque la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, avec différents outils assez imaginatifs. Donc, c'était les premiers départs discutés, négociés avec les partenaires sociaux sur la base du volontariat. On cartographie les salariés, puis ensuite ils sont... Exactement. Voilà.
Tout à fait. Et donc là, depuis 8 ans, on a plus donc une GEPP anticipative, c'est-à-dire qu'on va anticiper, donner de la vision sur l'impact de l'évolution de la stratégie et que chacun et chacune puisse travailler notamment sur son employabilité. Donc très en amont pour le coup. Très en amont, exactement. Après, on l'a toujours dit tant vis-à-vis de nos partenaires sociaux qu'en interne, l'ensemble de cette méthodologie n'exclut pas, dans certains cas, c'est ce que je vais vous parler dans quelques secondes, d'un recours au PSE, donc plan de sauvegarde de l'emploi. L'un n'empêchant pas l'autre. Exactement. Donc, il faut vraiment partir du principe que le législateur a mis en place et a donné cette possibilité aux entreprises d'avoir recours à différents outils, que ce soit la GEPP, que ce soit le PSE, que ce soit la rupture conventionnelle collective. Oui. Et là, sur le cas d'espèce donc d'une entité Schneider Electric filiale, donc basée en Ardèche, on a une problématique notamment de fin d'activité annoncée. Et donc là, on a eu recours notamment au lancement d'un plan de sauvegarde de l'emploi en septembre de cette année. Donc nous sommes en cours et le PSE devrait se terminer dans sa négociation avec nos partenaires sociaux en décembre. Et s'il est validé, donc déploiement sur l'année qui suit. Juste un mot, c'est-à-dire que vous réfléchissez quand même à maintenir les salariés dans le groupe, ou pour certains d'entre eux, il n'est pas possible de les maintenir. Alors, c'est le principe. Nous, l'engagement qu'on a pris, donc certes, il y a un engagement, une obligation légale en France, c'est de proposer donc les emplois disponibles. Côté Schneider, on l'a fait, et je viens juste de terminer une négociation avant de venir ici, d'y aller notamment par palier. Déjà, la première des choses, c'est de s'engager pour chaque collaborateur à leur proposer une solution positive de reclassement dans le groupe sur le territoire France. Ce qui implique, dans certains cas, des déménagements, un accompagnement, ce qu'on négocie avec nos partenaires sociaux. L'autre point, et ça a été une innovation, et donc là, on réutilise un système qui avait fait ses preuves il y a 3 ans, vu qu'on avait déjà fait un PSE il y a 3 ans, ce qu'on appelle de négocier au rang du groupe un système d'accord de rocade, c'est-à-dire que des J'avais dit court, Christian, quand même. Je vais faire voilà, mais allez-y, n'hésitez pas. Le thème est passionnant. Oui, bien sûr, donc là, vous êtes lancé sur une sorte de grand toboggan. En un mot, l'idée, c'est que vous accompagnez, en tout cas, autant que faire se peut, les collaborateurs. Exactement. Et je vous redonne la parole, évidemment, Christian, ça va sans dire. Nadia, juste, vous l'avez vécu à travers 3 PSE. Alors, j'ai le sentiment qu'ils sont des PSE un peu différents de celui qui est évoqué sur de l'anticipation, sur des marchés qui se transforment. Comment vous l'avez vécu, vous, je dirais, dans votre chair, humainement et après, on parlera un peu de technique, parce qu'il y a quand même pas mal d'enjeux techniques. Oui, 3 PSE, c'est à chaque fois un nouveau combat et un nouveau PSE. Le premier PSE que j'ai vécu, c'était dans le cadre de la sauvegarde de compétitivité sur un réseau de magasins, en fait. C'est du retail, Jennifer. C'est du retail, Jennifer, effectivement. Donc des magasins qui n'étaient plus performants, qui cannibalisaient d'autres. Donc c'était une vingtaine de magasins, 66 collaborateurs. Donc on était dans la sauvegarde de compétitivité. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu vivre sur les 2 derniers. Un PSE dans le cadre d'un redressement judiciaire. Et le dernier, dans le cadre d'une liquidation, où là, c'est vraiment douloureux d'accompagner. Oui, c'est très dur. C'est un deuil collectif, en fait. Bien sûr. Parce qu'on ferme une entreprise, et c'est un PSE pour l'ensemble de ceux qui n'ont pas été repris. Donc, dans lequel vous êtes intégré et vous tirez la porte en éteignant la lumière. Exactement. C'est ça. Vous êtes les derniers à partir, l'équipe RH. Et vous disiez dans vos interviews que vous aviez monté une chaîne de messagerie pour l'ensemble des personnes concernées, pour pouvoir se soutenir. Tout à fait. On a encore ce groupe WhatsApp qui existe. C'était WhatsApp. Oui, c'est ça. Et qui s'appelle Jennifer Forever, pour ceux qui ont voulu y rester. Et on garde encore le lien pour partager encore ensemble. Donc il en reste à la fois du lien social, puisque c'est un peu l'objet du sujet, du lien social externe, mais aussi une souffrance. On voit quand même que c'est lourd. C'est lourd. Il faut en sortir. Il faut en sortir, c'est un deuil, donc c'est exactement ça. C'est vraiment, et c'est un deuil collectif qu'on a vécu et traversé ensemble, et on est à différentes étapes de cette courbe du deuil. Oui, c'est quelque chose que je ne souhaite à aucun DRH en tout cas. C'est vrai. Quand on parle à des DRH en off lors de déjeuner, ils vous expliquent la lourdeur, ou des personnes en charge des relations sociales, la difficulté humaine aussi que représente d'accompagner. On les connaît, on n'a pas envie qu'ils s'en aillent pour certains, et il va falloir accepter cela. Vous, l'avocate, il y a l'enjeu est juridique, évidemment, c'est du conseil juridique à travers toutes les options évoquées tout à l'heure par Christian Lambert. Il y a plusieurs outils sur la table. Ça, c'est la première étape, j'imagine, leur donner les bons outils. Puis après, il y a un soutien psychologique, il y a un soutien stratégique. C'est quoi le rôle de l'avocat dans le PSE ? Alors, ça dépend de l'équipe que vous avez en face de vous. Si vous Son avez niveau technique. Oui, parce que si vous avez des personnes qui ont déjà fait des PSE,
ça va être plus simple, ils connaissent l'exercice. En revanche, si c'est la première fois, il va y avoir un travail de formation qui va être long, parce qu'il faut assimiler, hein, lire un PSE. La procédure. C'est long à comprendre les mécanismes, oui, toute la procédure, tout expliquer. Donc, il y a un travail de formation en amont qui va être plus important que si vous avez en face de vous une équipe qui maîtrise le sujet. Donc, ça peut vraiment... Enfin, moi, c'est ce que j'explique à mes clients. Chaque PSE est différent. C'est une histoire différente à chaque fois. C'est une histoire différente à chaque fois. C'est le même cadre, mais il y a une histoire dedans. C'est le même cadre juridique. Il faut rester très humble. Et effectivement... c'est long et fastidieux quand même. C'est long et fastidieux en phase de préparation. Mais c'est long aussi une fois qu'on démarre, puisqu'il y a une procédure d'information-consultation du CSE qui va durer entre 2 et 4 mois. C'est ça. Puis, il y a la période, une fois que vous avez la validation ou l'homologation de la DRITS, vous allez mettre en œuvre. Et là aussi, c'est pas facile. Sans compter les recours possibles qu'a le CSE pour demander des expertises ou contre-expertises, nous sommes d'accord. Ça, les expertises, elles sont de droit et elles sont normal, quasi toujours demandées. Moi, je ne connais pas un PSE où on n'a pas eu d'expertise, mais à la rigueur, c'est bien. Hein, En revanche, après, oui, alors soit c'est un recours devant le tribunal administratif contre le PSE, enfin la décision d'homologation, de validation, soit ensuite des recours individuels devant le Conseil de prud'homme. Ça, c'est encore autre chose. Caroline, vous avez travaillé sur le cas, alors c'est le plus récent, mais il y en a eu d'autres, mais le cas Auchan, retail, très intéressant, parce que là, il soumet, il y a des enjeux autour des RPS, des préventions en santé mentale, et quand les entreprises ne jouent pas complètement le jeu, ou qu'elles oublient, dans le cas d'Auchan, de signer sur les 5 piliers du groupe. Oui, c'est erreur, ils n'ont pas signé sur l'un des 5, ça retoque. C'est pour ça que le tribunal administratif de Lille a invalidé le PSE en septembre en invoquant le fait que l'ensemble des représentants syndicaux n'a pas été sollicité. Les enjeux RPS, parce que ça c'est un sujet qui rentre, RPS et prévention RPS, parce que c'est intéressant, les RPS existent depuis longtemps, la prévention est un peu plus récente. Comment on l'intègre quand on est en charge des relations sociales? Parce qu'avant, un PSE, c'était effectivement, la boîte, il n'y a plus d'activité, on se sépare des collaborateurs et on essaie de les accompagner du mieux que l'on peut pour une sortie correcte, pour faire simple. Là, aujourd'hui, il y a une autre donnée, c'est est-ce que vous avez bien pris soin du collab? Est-ce qu'il est impacté psychologiquement? Est-ce qu'il va partir en burn-out? C'est ça le sujet qui est posé. C'est un point relativement récent, avant même l'annonce d'un PSE. C'est-à-dire qu'il faut, c'est ce qu'on fait notamment côté Schneider, donc dans un certain laps de temps avant, donc où il y a un groupe de travail qui va inclure un certain nombre de personnes, de cabinets également, pour déjà détecter pendant tout le déroulement du PSE, que ce soit sur l'élaboration, sur l'annonce, sur le déploiement de ce PSE, quels vont être les différents impacts, les différents risques et quelles actions, nous, Schneider Electric, on va mettre en place. Et parce qu'il faut un plan d'action, c'est bien beau de faire une photo, mais il faut agir. Exactement. Là, on parle des salariés, donc après, la question se pose aussi des managers, c'est-à-dire lorsqu'on va dire pour la première fois avant l'annonce officielle aux managers qui vont devoir gérer notamment l'annonce d'un PSE et des déployés. C'est dur pour eux aussi. Hein. C'est déjà le premier point. Et ça, il faut déjà prendre soin de nos managers. Ensuite, il y a le jour de l'annonce, c'est-à-dire comment ça se passe. Donc, tout doit être orchestré. Et ensuite, donc, sur les jours qui suivent, et je rejoins de ce qui vient de se dire, on peut tout imaginer, notamment dans la phase de préparation, mais généralement, il y a une grosse partie qui ne se passe pas comme on l'a imaginé. Et c'est là où il faut qu'on soit très agile, flexible, et de toujours travailler dans l'anticipation avec des cabinets extérieurs aussi, qui nous aiguillent sur un certain nombre de points. Dans les PSE successifs, vous avez eu un accompagnement psychologique, c'est-à-dire on détecte un signal faible, on voit un collaborateur qui va mal, on voit une DRH qui s'isole et qu'on voit moins souvent. Comment ça se passe? Nous, on a été accompagnés sur nos 3 PSE par le cabinet Cali Social et dont le dirigeant est Camille Puech. Ils nous ont vraiment accompagnés en amont pour former, sensibiliser les collaborateurs, les managers. On a mis en place une cellule d'écoute psychologique très rapidement, de la présence aussi sur le terrain. Des psychologues sont venus au siège, sont venus à l'entrepôt. Utile? Oui, utile. Vraiment utile. Et on a pu aussi mettre en place des fiches réflexes pour les managers. Vous disiez que les managers, c'est quoi, aussi... une sorte de code de la route, de règles, un peu de posture aussi? De posture. Parce que c'est important aussi, la posture. De posture, et toujours de renvoyer vers la cellule psychologique ou le psychologue
ou les RH et de ne pas prendre... Enfin, il prend, mais il faut qu'il puisse déposer. Voilà. Parce que quoi qu'il arrive, il prend. Oui, il prend, mais quand il ne sait pas... Il renvoie. Il renvoie. Et ça, c'est important. Donc, former les managers. Maître, c'est important, ça, quand même. Oui, c'est important, mais c'est pas que ça. L'accompagnement, c'est pas que les risques psychosociaux. Il y a une note à rédiger et c'est très compliqué parce qu'il faut identifier précisément dans les postes qui sont supprimés les tâches qui vont être attribuées à d'autres salariés. Et ça, c'est un travail très fin, très compliqué, parce que ça nécessite de parfaitement bien connaître les postes, quelles sont les tâches qui restent, quelles sont les tâches qui disparaissent, qui les récupère. Donc c'est aussi ce travail-là. C'est pas que le psychologue, la cellule psychologique, c'est aussi ce travail. La charge de travail à transférer. Exactement. Et bien, évidemment, oui. Alors quand c'est une fermeture de site, c'est plus simple parce qu'il n'y a rien qui reste. Réglé, mais quand c'est un PSE avec des salariés qui restent, on répartit les tâches. On répartit, et ça c'est un travail très compliqué sur lequel on est challengé. On l'a fait en 2023 lors du redressement, donc effectivement ce qu'on appelle le livre 4. Oui. Et ça, effectivement, il faut travailler effectivement avec l'équipe RH, avec les opérationnels également et les directeurs de département. Mais là aussi, on a été accompagnés, nous aussi, par le cabinet Cali Social sur ce livre 4. Et c'est vrai que ça demande du temps et de la connaissance. Et de la connaissance. Et cette connaissance, il faut qu'elle soit accessible, puisque c'est encore confidentiel au moment où on rédige ce livre 4. Donc, c'est pas toujours facile d'avoir l'information. Juste en préparant l'émission, au-delà de l'aspect très quotidien, c'est ce que vous vivez dans votre quotidien professionnel ou ce que vous avez vécu, la réalité du livre 4, cette procédure, les documents envoyés, tout ce qu'on doit faire d'une manière légale. J'ai lu des papiers très intéressants et dont certains viennent d'avocats ou d'experts qui disent mais notre modèle français, il est complètement grippé par une forme de technostructure très lourde, avec des livres, des documents. Il faudrait qu'on soit sur un modèle beaucoup plus souple, parce qu'en fait, les restructurations étouffent les investissements. En un mot, c'est tellement lourd à gérer qu'on tue les entreprises d'une manière indirecte. Alors, évidemment, c'est un débat politique qu'on pose sur la table. C'est lourd en amont, mais pas nécessairement après. Et moi, j'ai fait déjà des réorganisations dans plusieurs pays. On était le mauvais élève dans la période de préparation, parce que nous, voilà, voyez. En amont, mais en revanche, on a terminé plus vite que d'autres pays. Parce que c'était plus fluide après. Après, c'était plus fluide. Alors, voilà, c'était il y a quelques années. Mais voilà, chaque pays a ses contraintes en Europe. Non, mais vous en pensez quoi? Parce que vous le dites, vous l'avez dit au début de l'émission, la boîte est tellement grande qu'assez régulièrement, en fonction d'activités, de pans d'activités qui disparaissent, vous êtes en permanence dans des transfos. Est-ce qu'on est assez souple ou pas? Parce que quand je vois Microsoft qui fait rentrer, qui fait sortir, peut-être mauvais exemple, ou Amazon, vous allez me dire, oh là là, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ça rentre, ça sort, c'est-à-dire un modèle plus anglo-saxon, plus américain, où l'emploi est plus fluide. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied? Oui et non. Après, il faut repartir du principe de ce qui a été dit en début là, de discussion. Le PSE, ça doit rester l'exception. En France, que ce soit donc avec les ordonnances Macron, on a introduit un certain nombre d'outils. Avant, donc, il y avait eu aussi une réforme des licenciements pour motifs économiques. Oui. Aujourd'hui et à date, en France, on a un certain nombre d'outils que, avant d'arriver au PSE, qui est lourd, qui prend du temps, c'est un investissement également financier. Il y a autre chose dans la boîte à outils. Il y a autre chose avant qui est beaucoup plus flexible, que ce soit la RCC, rupture conventionnelle collective, que ce soit la GEPP. Et là, nous poser la question, quel est le plus facile? Après, ça va dépendre du dialogue social, mais... Certes, aujourd'hui, il est plus facile de discuter et de négocier une GEPP avec un dialogue social qui tourne bien dans l'entreprise que de passer par le PSE, qui est rythmé par l'administration, qui est rythmé par un certain nombre de choses. Oui, il s'appelle Olivier Coste, je voudrais quand même citer la source. Il dit en Europe, les coûts de restructuration étouffent l'investissement dans l'innovation de rupture, qui est là, qui adresse directement Schneider, qui est une entreprise qui est un leader mondial sur notamment l'énergie. Et il dit là où l'échec est fréquent, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette espèce d'enjeu de... On fige un peu, on bloque au lieu de fluidifier et donc de permettre le flux d'investissement. Caroline, est-ce que vous voulez compléter que... Peut-être que vous avez évoqué en introduction sur le modèle de la SCOP. Dans le dossier, on a interviewé aussi François Marciano de Duralex, qui est sorti d'une belle période de tourmente. Et en septembre 2024, les salariés ont repris l'entreprise grâce à ce dispositif pour construire le projet. En tout, il y a 148 salariés qui ont adhéré en échange d'un investissement de 500 €. Brandt est sur la même pente dans le Loiret, avec la même stratégie, région,
département avec un peu d'aide de l'État et INSCOP. Et ils sont en train de remonter la pente et ils ont notamment lancé récemment une levée de fonds qui a explosé le plafond en très peu de temps. Voilà, pour pouvoir relancer un peu les outils de production. Donc c'est un beau succès. En 15 jours, je crois qu'ils ont atteint les 3 millions. En 48 heures, ils ont atteint plus de 19 millions d'euros. 19 millions, mais je crois qu'ils ne peuvent en utiliser qu'une partie. Oui, que 5. Parce que 5 millions. Qu'est-ce que vous en pensez, maître? Alors vous allez me dire, bon, moi, mon métier, c'est d'accompagner les PSE. Si vous me cassez les PSE, j'ai plus de métier. C'est assez exceptionnel et c'est très positif, effectivement. C'est vrai que ce n'est pas le cadre dans lequel on a l'habitude d'intervenir. Mais c'est une belle... on va voir sur la durée ce que ça va donner après, mais... On vous sent, sans le dire, avoir quelques doutes sur le modèle de la SCOP. Non. L'idée que les salariés sont actionnaires. Qu'est-ce que... Non, j'ai pas de doute. Encore une fois, je ne l'ai pas pratiqué, donc j'ai pas de recul réellement. C'est assez, pour moi, assez exceptionnel, mais je trouve ça effectivement très positif. Il faut rappeler que sur le dossier Duralex, la CGT n'avait pas validé. Hein. J'en ai parlé à la secrétaire, la première secrétaire de la CGT il y a quelques temps, et elle m'a dit la CGT ne validait pas. Parce que pas de certitude de rentabilité et entreprise vieillissante sur le plan de l'organisation. Comment vous regardez, vous, l'après, là? Parce que vous nous avez parlé d'un deuil, vous êtes sorti de votre deuil, excusez-moi de passer de Duralex à votre vie personnelle, mais on sent que vous êtes affecté par ce qui s'est passé. Ça y est, c'est derrière, et là, vous êtes tourné vers devant? Oui, je suis tournée vers l'avenir. Après, je n'oublie pas, parce que c'est quelque chose dans une carrière quand même qui marque. Et qui fait grandir aussi, d'une certaine manière. Et qui fait grandir, on apprend énormément. Et du coup, je suis tournée bien évidemment vers l'avenir, parce qu'il faut rester positif et qu'il y a encore du travail et de belles années, j'espère, encore devant moi. Caroline, juste avant de nous quitter, rappelons le guide, parce que c'était intéressant le travail que vous avez effectué sur le guide le classement des meilleurs cabinets d'avocats. C'était un dossier dans le cadre de notre guide 2025 des relations sociales et droits du travail. Qu'on peut trouver en ligne sur notre site de leadersleague.com. On a tous les classements de ce guide et le dossier sur le site de Décideur RH. Avant de nous quitter, Christian Lambert, tout à l'heure je vous ai interrompu comme ça en plein vol et je m'en excuse encore, mais la fin pour vous, c'est quoi? C'est la fin de ce PSE dont vous avez parlé en province. C'est quoi? C'est dans 6 mois? Vous dites, voilà, j'ai encore 4 mois de tunnel. Non, de toute façon, les négociations se terminent le 18 décembre. Ça, c'est date butoir. C'est date butoir, c'est issu d'un accord de méthode qu'on a négocié et signé avec l'ensemble des partenaires. Les négos, c'est quoi? C'est les indemnisations, c'est la manière dont ils vont être indemnisés pour partir. C'est quoi là, le cœur de la négo? C'est très large. Une négociation d'un PSE, ça peut être, je prends l'exemple de Schneider Electric, ça va être des mesures, ce qu'on appelle d'âge, c'est-à-dire d'accompagner les collaborateurs les plus âgés, dit autrement, c'est un système de pré-retraite. Ça va être l'accompagnement géographique, des gens qui vont déménager, des conjointes où il faut accompagner et retrouver un travail. Encore l'humain. Ah oui. C'est des coûts de la vie différents. Et le troisième palier, ça va être l'accompagnement en externe pour les gens qui ne retrouvent pas de travail. Le sujet du début. C'est un plaisir de partager ce débat avec vous. Sujet essentiel parce qu'il n'est pas que technique. On le voit, il est quand même éminemment humain, tourné autour de l'accompagnement des humains. Merci à vous, Christine Illig-Poudving, d'être venue nous rendre visite. Avocate en droit social associée cabinet. On vous retrouve d'ailleurs dans le dossier réalisé par les équipes de Caroline de Senneville. Merci à Christian Lambert, VP Schneider Electric, en charge des relations sociales et donc de ce PSE dont vous nous avez parlé longuement. Merci à Nadia Dogban, vous êtes ex-DRH Jennifer et vous êtes aujourd'hui à la recherche d'un emploi de DRH. Et donc voilà, n'hésitez pas à réagir. On a été très heureux de vous accueillir et merci à vous, chère Caroline de Senneville, de partager cette émission avec moi. Merci à vous. Chaque semaine. Merci à vous, merci à Nicolas Juchat, on est très en retard, il va me tirer les oreilles. Merci à la réalisation, merci à Paul au son et merci à Charles à la réalisation. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.